Je n'aurais jamais cru qu'à 32 ans, je me retrouverais à vivre de nouveau chez ma mère. Mais la vie a ce talent particulier pour vous achever quand vous êtes déjà à terre. Tout s'est passé juste après mon licenciement de l'entrepôt où je bossais à Phoenix. Une de ces décisions de manager corporate à la con qui a laissé la moitié de l'équipe sur le carreau. Le loyer arrivait et mes économies étaient une blague, à peine de quoi tenir une semaine en course. Ma mère vivait seule dans cette vieille maison à étages de Scottsdale, celle que mon père avait construite avant de mourir d'un cancer 10 ans plus tôt. Quand je l'ai appelée, elle était ravie. Sa voix tremblait de chaleur au téléphone. « Andrew, mon chéri, rentre à la maison, il y a de la place, et puis j'ai besoin de compagnie. » J'ai ressenti un immense soulagement, comme un gamin nouveau en sécurité sous son toit. Dire que j'étais reconnaissant ne suffisait même pas. Quand je suis arrivé, avec mon vieux pick-up cabossé, des cartons entassés à l'arrière, je l'ai serré fort dans mes bras. Les premières semaines se sont plutôt bien passées, presque trop bien. Je l'aidais pour les corvées, je tondais la pelouse, je réparais le robinet qui fuyait dans la cuisine, tout en cherchant du boulot. Ma mère préparait sa fameuse lasagne, celle avec trop de fromage, bien lourde, qui vous cale pour la journée. Le soir, on regardait des rediffusions de vieilles sitcoms qu'elle adorait. « Tu te souviens, quand tu étais petit, on riait devant ça », disait-elle en me tapotant le genou. Je souriais, hochant la tête, même si mon esprit était ailleurs, obsédé par des entretiens qui n'aboutissaient jamais. Puis, les choses étranges ont commencé. D'abord, il y a eu les pleurs. J'étais dans mon ancienne chambre à l'étage, tard dans la nuit, en train de faire défiler des offres d'emploi, quand je les ai entendus. Des sanglots étouffés, venant de sa chambre en bas. Au début, j'ai pensé qu'elle était simplement triste, qu'elle pensait à mon père ou à autre chose. Vers minuit, j'ai frappé à sa porte. « Maman, ça va ?» Les pleurs se sont arrêtés net. Elle a ouvert la porte, le visage vide, les cheveux en bataille, comme si je venais de la réveiller. « De quoi tu parles, Andrew ? Je vais bien, retourne te coucher. » Pas de trace de larmes, rien. J'ai laissé passer, mais quelques nuits plus tard, c'est revenu, plus fort, comme quelqu'un au cœur brisé. Le lendemain matin, je l'ai confrontée autour d'un café. « Je t'ai entendu pleurer cette nuit. Maman, s'il y a un problème, tu peux m'en parler ?» Elle m'a regardé fixement en remuant lentement sa tasse. « Je ne pleurais pas, mon chéri, ça devait être le vent ou un voisin. » Bullshit, ai-je pensé, mais je n'ai rien dit. Quelques jours après, j'avais enfin un entretien, un poste correct dans un centre de distribution. J'ai sorti ma seule chemise correcte du sèche-linge, elle était brûlée. Des traces noires sur le col, comme si quelqu'un avait laissé le fer trop longtemps dessus. « Maman, c'est quoi ce bordel ?» ai-je hurlé en entrant dans le salon où elle pliait le linge. Elle a levé les yeux, perplexe. « Je l'ai repassée hier, elle était très bien. »« Très bien, elle est foutue, tu l'as fait exprès. » Ses yeux se sont écarquillés. « Pourquoi je ferais ça? Peut-être que le fer déconne. » Je n'y croyais pas. La semaine suivante, un de mes jeans est sorti avec un trou dans la poche. « Ça devient ridicule, » j'ai mormonné. Puis à voix haute, « Maman, si tu ne veux pas que je sois ici, dis-le franchement. » Elle a secoué la tête, la voix tremblante. « Andrew, j'adore t'avoir à la maison, arrête de m'accuser. » Le pire, c'était l'eau coupée. J'étais sous la douche, enfin relaxé après une journée de merde, du savon dans les yeux et d'un coup, plus rien. Le robinet a toussé, puis s'est arrêté. La première fois, j'ai pensé à un problème technique. Enroulé dans une serviette, je suis descendu vérifier la vanne du sous-sol. Elle était fermée. « Maman !» j'ai crié, trempant la moquette. Elle a passé la tête depuis la cuisine. « Quoi encore ? Tu as coupé l'eau ?»« Non, pourquoi je ferais ça ? Peut-être que la ville fait des travaux. » Mais ça s'est reproduit 3 fois, toujours quand j'étais sous la douche, grelottant. Un soir, après une fois de trop, j'ai explosé. « C'est du sabotage, c'est ça ? Tu veux me rendre la vie impossible pour que je parte ?» Elle a reculé, les mains levées. « Andrew, je t'en prie, je te jure que ce n'est pas moi. Parlons-en calmement. » J'ai commencé à croire qu'elle me manipulait, comme ces histoires de parents toxiques qui n'acceptent pas de lâcher prise. Ma frustration montait. La recherche d'emploi n'aboutissait pas. Toujours les mêmes réponses. On vous rappellera. Et vivre avec elle me donnait l'impression de marcher sur des œufs. La nuit, j'entendais encore ses pleurs, me demandant si elle les simulait pour me faire perdre la tête. « Pourquoi tu fais ça ?» je lui ai demandé un matin. « Je ne fais rien, mon chéri. Tu es peut-être stressé par ta recherche d'emploi.
Cette fausse sollicitude me rendait fou. Un après-midi, après un nouvel appel de refus, Je suis allé me doucher. vidé. À mi-chemin, l'eau a encore été coupée. J'ai claqué la porte de la douche, enfilé un jogging et dévalé les escaliers. Ma mère était dans le salon, en train de repasser, la télé diffusant un feuilleton en fond. « Tu l'as encore fait, hein ?» j'ai rugi. Elle a sursauté, le fer est tombé. « Andrew, calme-toi !» Menteuse, la vanne est fermée, comme toujours. Elle a posé le fer, la voix calme, mais les yeux remplis de peur. « Appelle la mairie. » Ce n'est pas moi. « Si, tu veux que je parte, je le sais. » Je me suis approché, les poings serrés. « Après tout ce que tu me fais subir. » Elle a tendu la main pour me calmer. « Chérie, please !» J'ai craqué. Elle a trébuché en arrière et est tombée contre la table basse. Elle a haleté, la main sur le ventre, les yeux écarquillés. Ma colère s'est évaporée, remplacée par l'horreur. « Maman, je suis désolé. » Mais elle attrapait déjà le téléphone, composant le 911 avec des doigts tremblants. « Mon fils vient de me frapper. » Les policiers sont arrivés rapidement. Ils m'ont menotté dans l'allée pendant que les voisins regardaient derrière leurs curtines. Ma mère se tenait là, une poche de glace sur le ventre, en larmes. « Il ne le voulait pas, » murmurait-elle. « Ils m'ont quand même emmené. »« Pourquoi avez-vous fait ça ?» me demanda le détective. J'ai tout déballé. Les pleurs, les vêtements brouillés, l'eau coupée. Elle essayait de me rendre fou, de me faire partir. Il a hoché la tête. Puis une policière est entrée brusquement. « Votre mère a été diagnostiquée avec un Alzheimer à un stade précoce, vous le saviez ?»« Alzheimer. » Le mot m'a percuté de plein fouet. Non, je ne le savais pas. Elle ne m'avait rien dit. La policière m'a expliqué. Les pleurs venaient d'un feuilleton dramatique qu'elle regardait en boucle et qu'elle oubliait d'avoir allumé. Les vêtements brûlés, c'était quand elle repassait et se laissait distraire, oubliant le fer. Et l'eau, des travaux réguliers dans le quartier, des avis reçus par courrier qu'elle avait doute égaré ou oublié de me mentionner. Ce n'était pas de sabotage, c'était son esprit qui déraillait. J'étais assis en cellule, la tête entre les mains, la culpabilité me tordant les entrailles. Comment avais-je pu ne pas voir les signes, ma propre mère, Celle qui m'avait élevé seule après la mort de mon père. et je l'avais frappée. Les charges ont tenu. Agression, violence domestique. Un ami a payé la caution. Quand je suis sorti, ma mère a refusé de me voir. Sa sœur m'a ouvert la porte. Elle vit avec moi maintenant, Andrew. Les médecins disent que le stress aggrave la maladie. Toi aussi, tu as besoin d'aide. C'était il y a 6 mois. Je suis en thérapie de gestion de la colère, imposée par le tribunal, et je travaille dans un fast-food minable pendant que l'affaire traîne. Probablement une mise à l'épreuve, mais les vraies cicatrices sont ailleurs. Je passe parfois devant l'ancienne maison. Un panneau à vendre est planté devant. Ma mère est en résidence médicalisée, cas léger, mais évolutif. Je lui envoie des cartes, je laisse des messages vocaux qu'elle ne se souvient peu, être même pas d'avoir reçus. Maman, j'avais tort. Je t'aime. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mon petit ami Tommy était obsédé par la série Black Mirror. C'est une série Netflix très sombre, centrée sur la façon dont la technologie peut mal tourner et détruire la vie des gens. Les épisodes ne finissent jamais bien, donc ce n'était clairement pas mon truc. Tommy, lui, adorait. Je l'entendais regarder la série dans l'autre pièce presque tous les soirs. Son frère jumeau Spencer était lui aussi un grand fan. Quand la nouvelle saison est sortie le mois dernier, ils l'ont regardée en entier, ensemble, toute la nuit, à enchaîner ces épisodes glauques. Moi, je n'arrivais même pas à regarder un seul épisode de Black Mirror. Une saison entière d'un coup, ça ressemblait à une torture. Le lendemain de leur marathon, Tommy a essayé de me raconter ses épisodes préférés. J'ai fait semblant d'écouter, mais en réalité, pas du tout. Il a fini par s'agacer et m'a dit « Tu verras, certains de ces épisodes vont sûrement devenir réalité un jour. Avec l'évolution de la technologie, ce n'est qu'une question de temps. » J'ai simplement levé les yeux au ciel et quitté la pièce. Il prenait cette obsession beaucoup trop au sérieux. Quelques jours plus tard, j'étais sur mon ordinateur quand Tommy a déboulé dans ma chambre, complètement paniqué. « Rachel, ne fais pas ça !» m'a-t-il dit. « Faire quoi ?» Je ne comprenais absolument rien à ce qu'il racontait. Il disait qu'il savait que j'allais lui faire du mal et qu'il voulait discuter avec moi avant qu'il ne soit trop tard.
Je lui ai demandé ce qu'il racontait, bordel. Il a sorti son téléphone et m'a montré une nouvelle application qu'il venait de télécharger. C'était une sorte d'IA censée répondre à des questions sur le futur. Tu entres ton nom et une heure précise, et l'application te dit ce que tu feras à ce moment-là. Il m'a montré le résultat pour le soir même. Selon l'application, j'allais me mettre dans une rage folle et l'attaquer avec un couteau. J'en suis resté sans voix. Comment pouvait-il croire un truc pareil ? C'était évidemment une blague stupide, mais lui avait l'air mortellement sérieux, comme s'il pensait vraiment vivre dans un épisode de Black Mirror. « Je ne vais pas te poignarder, je te le promets », lui ai-je dit. Il a reculé, visiblement terrifié. « Je crois que je vais dormir chez mon frère ce soir. » Tout ça était ridicule. Je n'avais aucune envie de gérer la paranoïa de Tommy. J'ai arraché le téléphone de ses mains pour lui prouver que cette application était bidon. « Regarde !» J'ai actualisé l'application, entré mon nom et la date du jour, puis attendu la réponse. 5 secondes plus tard, l'écran affichait « Tu poignarderas ton petit ami à 18h15 ce soir. » « Tu vois, a-t-il dit, c'est la vérité. Pour moi, l'application se moquait clairement de nous. Elle devait prédire un meurtre pour tout le monde. J'ai changé l'heure pour 30 minutes plus tard et relancé la recherche. 5 secondes après, la réponse est tombée. « Tu recevras un appel de ton travail pour gérer une urgence. » D'accord, et je dis, attends 30 minutes. Si mon boulot ne m'appelle pas, on saura que cette appli est n'importe quoi. J'étais sûr de moi. On était samedi et mon travail ne me demandait jamais de venir le week-end. Les heures sup coûtaient trop cher, mon patron ne ferait jamais ça. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Les yeux de Tommy se sont écarquillés de terreur. « Tu vas répondre ?» J'ai regardé l'écran. C'était bien le bureau. J'ai décroché. Mon patron m'expliquait que toute notre base de données avait été supprimée et qu'ils avaient besoin de moi pour tenter de récupérer les fichiers. Je savais que ce n'était qu'une coïncidence débile, mais pour Tommy, c'était la preuve que l'application disait vrai, que j'allais le poignarder. Il a couru dans son placard, fait une valise à la va-vite, et m'a dit qu'il resterait chez Spencer jusqu'à ce que l'application indique qu'il pouvait rentrer sans danger. J'avais envie de hurler. Comment pouvait-il être aussi crédule ? Aucune technologie ne pouvait prédire l'avenir. Mais impossible de discuter avec lui, il était déjà parti. Et je devais gérer cette urgence au travail. Je suis allé au bureau et j'ai passé les heures suivantes à refaire tout le travail que j'avais fait pendant le dernier mois. C'était infernal. Mon patron ne savait toujours pas pourquoi les données avaient été supprimées, mais il m'a assuré que ça ne se reproduirait plus jamais. Quand je suis rentré chez moi, j'étais épuisé et à bout de nerfs. Tommy n'était toujours pas rentré. J'étais seul, sans savoir quoi faire. J'ai essayé de regarder la télé, mais cette foutue application me revenait sans cesse en tête. Je savais qu'elle n'était pas réelle, mais je n'arrivais pas à m'en détacher. Finalement, j'ai pris mon téléphone et suis allé sur l'App Store pour la chercher. Je me rappelais du nom et je l'ai trouvée immédiatement. Elle était gratuite, alors je l'ai téléchargée. Pendant le chargement, j'ai vu qu'elle avait été publiée la veille, qu'elle n'avait aucun avis et que l'éditeur n'était pas renseigné. C'est là que j'ai compris ce qui s'était réellement passé. Cette application était bien une blague. Elle avait été créée par Spencer, le frère de Tommy. Spencer était un génie de l'informatique avec beaucoup trop de temps libre. Il avait développé cette appli pour se moquer de son frère, probablement inspiré par Black Mirror. L'application n'était même pas liée à une vraie IA. Spencer tapait sûrement les réponses lui-même. Ce qui signifiait aussi qu'il avait saboté mon travail en supprimant des fichiers à distance, juste pour prouver que l'application pouvait prédire l'avenir. J'avais gâché toute ma journée à cause d'un canular. C'était complètement fou et inutilement compliqué. Je devais me venger. À ce moment-là, j'ai reçu un message indiquant que le chargement de l'application avait échoué. Elle était probablement conçue uniquement pour le téléphone de Tommy. Je suis monté dans ma voiture et j'ai foncé chez Spencer. Je me suis garé de l'autre côté de la rue pour ne pas être vu. Puis j'ai contourné la maison. À travers une fenêtre, j'ai vu Spencer et Tommy assis ensemble, en train de parler de moi. Tommy avait toujours l'air terrifié, tandis que Spencer essayait de le rassurer, avec un sourire qu'il peinait à cacher. Silencieusement, je me suis approché d'une autre fenêtre, celle du bureau de Spencer. Son ordinateur était encore allumé. J'ai ouvert la fenêtre et je me suis glissé à l'intérieur. Il avait bêtement laissé son écran actif. Je ne connaissais pas grand-chose au code, mais il était évident qu'il était encore connecté à sa fausse application. Comme je le pensais, aucune IA n'était impliquée. C'était juste un service de messagerie sophistiqué. L'utilisateur entrait une heure et Spencer écrivait manuellement la réponse. Voilà comment il prédisait l'avenir. Je me suis assise à son ordinateur et j'ai commencé à taper, en supposant que le message apparaîtrait sur le téléphone de Tommy. « Ton avenir a changé.
Tu vas maintenant être attaqué par ton frère. Il est dans la même pièce que toi en ce moment. Ne lui dis pas que tu te doutes de quoi que ce soit. » Puis j'ai envoyé le message. J'ai entendu le téléphone de Tommy vibrer dans la pièce voisine. J'ai attendu. Je m'attendais à ce qu'il panique et s'enfuit. Je ne m'attendais pas aux cris et aux bruits sourds. J'ai ouvert la porte du salon. Tommy se tenait au-dessus du corps de Spencer, une lampe brisée dans la main. Il s'en était servi pour frapper Spencer à la tête. Ça avait complètement dérapé. J'ai couru dans la pièce en hurlant à Tommy d'arrêter. « Que fais-tu ici ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai rien répondu. Je fixais le corps de Spencer qui convulsait sur le sol. « Il allait me tuer !» a expliqué Tommy, les larmes aux yeux. Je lui ai ordonné de lâcher la lampe. J'ai essayé de lui expliquer l'histoire de l'application, mais il refusait d'y croire. Je lui ai demandé d'aller voir l'ordinateur de Spencer. Le visage vide, il a lâché la lampe et s'est dirigé vers le bureau. Pendant ce temps, j'ai appelé une ambulance. Quand je suis retourné dans le bureau, Tommy avait disparu. la fenêtre était toujours ouverte. Il avait pris la fuite. Spencer était à peine conscient, du sang coulant de ses oreilles. Nous avons attendu l'ambulance ensemble. Je l'ai accompagné à l'hôpital. Où la police m'attendait. J'ai tout expliqué. L'application, la blague qui avait horriblement mal tourné. J'ai dit que Spencer confirmerait tout une fois sorti des urgences. Mais il ne l'a jamais fait. Il est tombé dans un coma et n'a toujours pas repris conscience. Cela fait 3 jours et personne ne sait où est passé Tommy. J'espère que Spencer se réveillera. J'espère que Tommy réapparaîtra quelque part. Mais pour l'instant, je ne sais pas quoi faire de moi-même. Je me sens terriblement coupable de la façon dont tout a terminé. Je venais tout juste de déménager à Denver depuis la côte Est, attiré par un job dans la tech qui promettait de l'air frais et un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle. Le Colorado était censé rimer avec montagne, bière artisanale et ambiance détendue. Mais après quelques semaines, je me sentais surtout isolé. Je n'avais encore aucun ami, juste mon appartement avec vue sur les Rocheuses et une succession interminable d'appels Zoom. Alors, comme n'importe quel type de la fin de la vingtaine, j'ai téléchargé une application de rencontre. J'ai swipé à droite sur quelques profils, sans rien de sérieux en tête. Et puis, il y a eu Emily. Ses photos montraient une jolie brune à taches de rousseur, souriante devant des sommets enneigés ou un café à la main dans un petit spot branché de l'eau d'eau. On a matché et discuté pendant quelques jours. Des échanges légers, nos brasseries préférées, le fait qu'elle avait grandi à Boulder. Elle avait l'air normale, même sympa. Un soir, elle m'a écrit « Il faut absolument que je te fasse découvrir le coin. Il y a un endroit incroyable dans les contreforts. On dîne d'abord ?» Je me suis dit « Pourquoi pas ?» C'était toujours mieux qu'une autre soirée seule devant Netflix. On s'est retrouvés dans un resto Farm to Table du centre-ville. Elle est arrivée en jean et chemise en flanelle, les cheveux attachés, avec ce look naturellement Colorado. « Salut l'inconnu, j'espère que tu as faim. Leurs burgers de bison sont dingues, a-t-elle dit en souriant. Elle m'a pris dans ses bras comme si on se connaissait depuis des années. Le dîner s'est déroulé sans effort. On a parlé de mon déménagement, de l'altitude qui me mettait KO, m'essoufflant au moindre effort. Elle a ri franchement. « C'est le premier mois de tout le monde ici. Bois plus d'eau, citadin. » Elle m'a raconté son ex, un type qui l'avait ghosté après 1 an, et à quel point elle en avait marre des applis de rencontre, mais qu'elle tentait une dernière fois. « Les gens sont bizarres, tu sais, mais toi tu as l'air normal. » J'ai souri, flatté. « J'essaye. » Après avoir payé, elle a insisté pour partager l'addition, on est allé à sa voiture, une vieille Subaru couverte d'autocollants de parcs nationaux. « Fais-moi confiance, a-t-elle dit en démarrant. La montée vers Lookout Mountain vaut le coup. Les étoiles là-haut sont incroyables. » Comme j'étais nouveau, je l'ai suivi sans trop réfléchir. Les lumières de la ville ont disparu à mesure qu'on montait, la route serpentant entre des pins sombres. Elle a mis une playlist folk indie et fredonnait doucement. « Tu penses parfois à quel point on est petit ici? Genre un mauvais virage et pouf, plus personne ne te retrouve. » J'ai hoché la tête, pensant à une réflexion poétique. Oui, la nature remet les choses à leur place. On s'est garé sur un renfoncement, aucun véhicule. L'air était froid, la pleine lune illuminait tout. « Viens, il y a un petit sentier qui mène à un banc, la meilleure vue de l'État, a-t-elle dit en me prenant la main. On a marché en silence, nos pas crissant sur le gravier. Le sentier débouchait sur une clairière,
Un vieux banc de bois faisait face à la vallée. Pas de lampadaire, juste la lumière lunaire qui donnait à tout un éclat argenté. On s'est assis, nos épaules se frôlant. C'était presque romantique, comme dans une comédie romantique. « C'est incroyable. Merci de m'avoir amené ici », j'ai murmuré. Elle s'est adossée, regardant le ciel. « Tu sais ce que j'aime dans des endroits comme ça ? L'isolement. Personne autour pour t'entendre crier. » Je me suis tourné vers elle, m'attendant à une blague. Son visage resta sérieux une seconde, puis elle sourit. Je plaisante, enfin, presque. On a continué à discuter. Le boulot, les rêves, puis elle a changé de sujet. Tu écoutes des trucs de true crime, genre les tueurs en série ? J'ai haussé les épaules. Un peu, des podcasts parfois. Ses yeux se illuminèrent. J'adore ça. Ted Bundy, par exemple. Il venait plus ou moins d'ici. Il séduisait les femmes, puis bam ! Elle a claqué des doigts. À ton avis, qu'est-ce qui fait que quelqu'un bascule comme ça ? J'ai hésité. Je sais pas, des traumatismes, des problèmes neurologiques ? Elle a hoché lentement la tête. Peut-être, mais parfois je me demande, et si c'était juste de la curiosité ? Genre, est-ce que je pourrais m'en sortir ? Elle m'observait attentivement. Avant, je pensais parfois à ce genre de choses, le crime parfait, aucune trace. Mon estomac se noie. C'est sombre, tu plaisantes, hein ? Elle éclata de rire. Un rire fort, dément, qui résonnait entre les arbres. Rien à voir avec son rire du dîner. Allez, détends-toi. Tout le monde a ce genre de pensée, non ? Pas vraiment. Je suis plutôt du genre vivre et laisser vivre. J'ai forcé un sourire. Elle m'attrapa le bras d'un coup, sa poigne ferme. T'es mignon quand tu es nerveux. Puis elle murmura, imagine ça. Je veux que tu graves tes initiales ici avec un couteau, pour me marquer, pour toujours. Je me suis figé. Quoi ? Tu plaisantes ? Son regard était intense. Non, je suis sérieuse. Ce serait excitant. La douleur, le plaisir. Allez, tu as bien un couteau sur toi ? Non, enfin, non. Mon cœur battait à tout rompre. Alors elle sortit un petit cran d'arrêt de sa botte et le fit claquer. Tiens, je vais t'aider. Émilie, arrête. Ce n'est pas drôle. Elle posa la lame contre sa peau, juste au-dessus du genou. Regarde. Et elle le fit. Lentement. Délibérément. Une fine ligne rouge apparut quand elle traça un J irrégulier pour Jason. Le sang commença à couler le long de sa jambe. Elle grimaça puis sourit en se mordant la lèvre. « À toi, ajoute le A et le S. » La nausée m'envahit. L'odeur métallique du sang se mélangeait à celle des pains. J'ai failli vomir. « T'es malade !» j'ai crié en me levant d'un bond. Elle rit encore, ce rire fou. « Allez, détends-toi, reviens !» J'ai fui. J'ai couru sur le sentier, les branches me fouettant le visage. La lampe de mon téléphone tremblait quand je dévalais vers la route. Aucun réseau là-haut. J'ai continué à descendre jusqu'à apercevoir des lumières. Une station-service. Je suis entré en trombe, haletant. « Ça va, fiston ?» demanda le caissier. « Non, j'ai besoin d'appeler la police ou un taxi. » Il m'a tendu son téléphone. J'ai appelé le 911 et expliqué tant bien que mal. Mon rencard. Elle est folle. Elle s'est coupée et m'a demandé de le faire. Elle est dans la montagne. Les policiers sont arrivés 20 minutes plus tard. Je leur ai tout raconté. Ils m'ont ramené sur place. Sa voiture avait disparu. Aucune trace d'elle. On va regarder ça, mais si elle ne porte pas plainte. De retour chez moi, je l'ai bloqué et changé de numéro. J'ai mis des jours à dormir. Son rire, le sang, tout me revenait sans cesse. Plus tard, j'ai cherché son nom. Rien d'inquiétant, juste un profil LinkedIn. Peut-être que pour elle, ce n'était qu'un jeu. Un frisson tordu. Je n'aurais jamais pensé de ma vie que Phoenix deviendrait un tel désastre tordu. Mais avec le recul, tout a commencé avec la chaleur.
ce soleil implacable de l'Arizona qui écrase tout jusqu'à la soumission. Je m'appelle Julia, et je tenais un petit restaurant sans prétention appelé La Fiesta, à la lisière du centre-ville. Rien de sophistiqué. Des nappes rouges à carreaux, des fajitas qui grésillent et des margaritas assez fortes pour faire oublier les factures qui s'accumulent. J'ai mis toute mon âme dans cet endroit, après mon mariage avec Carlos, il y a 10 ans. À l'époque, il était charmant, avec ce sourire en coin et ses promesses de vie meilleure. Mais le mariage change les gens, ou peut-être qu'il révèle simplement qui ils sont vraiment. Carlos n'a jamais su garder un travail stable. Il bricolait ce qu'il appelait des plans. Au début, ce n'était rien de grave. Revendre des voitures d'occasion, écouler des gadgets sur des marchés aux puces. Puis à un moment, tout est devenu plus sombre. Il se procurait des sacs de luxe et des montres contrefaites auprès de fournisseurs louches à Los Angeles, collait de fausses étiquettes dessus et les revendait comme des produits authentiques aux gens du quartier. Marché éphémère, parking, annonces sur Craigslist et même Facebook Marketplace, sous le nom de son frère Miguel pour détourner l'attention. Miguel vivait au Mexique et s'en fichait complètement. Carlos lui versait une part pour qu'il reste silencieux. Les gens mordaient à l'hameçon. Des femmes désespérées rêvant d'un vrai Louis Vuitton à moitié prix, des types essayant d'impressionner leur rendez-vous avec des Rolex qui faisaient tic-tac comme des bombes. Quand les contrefaçons se dégradaient, les acheteurs se retrouvaient avec de la merde sans valeur, trop honteux pour se plaindre ou incapables de le retrouver. Carlos était malin, il ne se faisait jamais attraper. « C'est juste du business, mi amor », disait-il en m'embrassant le cou, tout en comptant des liesses de billets dans notre cuisine. J'ai fermé les yeux parce que franchement, ça permettait de garder la fiesta à flot. Et puis, il y a eu Kevin. Mon Dieu, Kevin. Il a commencé à venir il y a environ 2 ans, toujours seul, à siroter une bière au bar en me lançant des regards discrets. Il avait la fin de la trentaine, divorcé, travaillait dans l'informatique pour une entreprise locale. Pas mal physiquement, grand, avec un sourire presque enfantin, mais beaucoup trop naïf pour son propre bien. Il me parlait du menu, de la météo, d'importe quoi pour rester plus longtemps. « Julia, ces enchiladas sont incroyables. Tu dois avoir un ingrédient secret », disait-il en me regardant une seconde de trop. Je savais qu'il était attiré. Les hommes comme lui, ça se voit immédiatement. Je flirtouillais un peu en retour. Rien de grave, non ? Ça augmentait les pourboires et honnêtement, ça faisait du bien de se sentir désiré après les regards fuyants de Carlos. Un mardi soir particulièrement calme, Kevin s'est penché plus près que d'habitude. « Dis, Julia, t'as entendu parler de ces escrocs qui vendent de faux articles de luxe dans le coin ? J'ai lu des plaintes sur Rip Off Report, ça sent mauvais. » Je me suis figé en plein service. Non, pas vraiment. Pourquoi ? Il a haussé les épaules, mais son visage s'est illuminé. Je me renseigne. Je pense organiser une réunion à la bibliothèque pour apprendre aux gens à reconnaître les contrefaçons. Numéro de série, cuir, tout ça, ça pourrait leur faire économiser pas mal d'argent. Mon estomac s'est noué. Carlos venait d'écouler une cargaison de secs Gucci la semaine précédente. J'ai souri de manière crispée et changé de sujet, mais à l'intérieur, toutes les alarmes se sont déclenchées. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Carlos. Il a d'abord rigolé, traitant Kevin de loser nointé avec un béguin. Mais quand les réunions de Kevin ont commencé, des flyers partout dans le quartier, des posts sur les groupes Facebook locaux, les ventes de Carlos ont chuté. Les gens devenaient plus méfiants. On murmurait à propos du mari de la femme de la fiesta. Personne ne nous reliait directement, mais la parano s'installait. « Julia, ce cabron est en train de tuer mon business », a grommelé Carlos un soir, en balançant son téléphone après une nouvelle commande annulée. « Il te désire, voilà pourquoi. Il croit que s'il joue le héros, tu coucheras avec lui. » Son regard s'est assombri, cette colère possessive s'allumant dans ses yeux. « Non, on inverse la situation. Tu cries au harcèlement, tu dis qu'il te touche, qu'il te murmure des saletés. Moi, je le prends sur le fait. Problème réglé. » C'était complètement fou, mais le désespoir rend stupide. Le restaurant survivait à peine, et les arnaques de Carlos étaient notre bouée de sauvetage. En plus, les regards insistants de Kevin commençaient vraiment à me mettre mal à l'aise. J'ai accepté. D'accord, mais rien d'extrême. La fois suivante où Kevin est venu, j'ai joué le jeu. Il a commandé ses tacos al pastor qu'habituels et lancé ses compliments. « Julia, tu es magnifique ce soir. Cette robe te va parfaitement. » J'ai forcé un rougissement, puis je me suis penché vers lui. « Kevin, tu dois arrêter. Cette attention me met mal à l'aise.
Son visage s'est effondré. Quoi? Je ne voulais pas... Je l'ai coupé en haussant la voix. Tu me harcèles, tu me touches quand je te serre, tu fais des remarques sur mon corps, je veux que tu sortes d'ici. Les clients se sont tournés. Kevin a bafouillé. Julia, ce n'est pas... Je t'aime bien, c'est tout. Sors avant que j'appelle la police. Il est parti, rouge de honte, en murmurant que tout ça était n'importe quoi. Parfait. J'ai envoyé un message à Carlos, maintenant. Cette nuit-là, après la fermeture, je savais que Kevin repasserait par l'allée derrière le restaurant. Il faisait toujours ce chemin. Et effectivement, vers minuit, j'ai entendu des pas. Je suis sorti comme si je sortais les poubelles. Il était là, complètement détruit. Julia, s'il te plaît, je dois t'expliquer. Ces arnaques, ton mari... Kevin, arrête, ai-je crié en reculant comme s'il avançait vers moi. Il ne le faisait pas, mais la perception fait tout. Carlos a jailli de l'ombre, une tempête de rage. « Tu touches ma femme, sale cabronne !» Il a attrapé Kevin par le col et l'a projeté contre la benne. Kevin haletait, se débattant. « Qu'est-ce que... Carlos, je sais pour tes contrefaçons, c'est toi l'escroc. »« Ferme ta gueule !» a hurlé Carlos, son poing s'écrasant sur la mâchoire de Kevin. Kevin est tombé lourdement au sol. J'ai regardé, le cœur battant. Carlos attrapait le tuyau de nettoyage accroché au mur, encore dégoulinant de produits chlorés. Il l'a passé autour du cou de Kevin et a tiré violemment. « Tu crois pouvoir me ruiner, cabronne? Je vais t'achever ici. » L'odeur âcre des produits me brûlait le nez tandis que Kevin gargouillait, le visage virant au violet. « Julia, aide-moi, je t'en supplie. » Je suis resté figé. Ce n'était pas le plan, on devait juste lui faire peur. Mais Carlos était hors de contrôle, veine saillante, grognant comme une bête. Espèce de merde, personne ne s'en prend à ma famille. Les jambes de Kevin battaient dans le vide, l'urine imbibant son pantalon de terreur. Je me suis ressaisi. « Carlos, arrête, tu vas le tuer !» Il a hésité une seconde, juste assez pour que Kevin se libère en se tordant, haletant, vomissant sur le sol. Il s'est relevé en titubant, le cou brûlé par le tuyau, et a fui dans la nuit en hurlant d'une voix rauque. « Vous êtes complètement fou, je vais tout raconter. » Mais il ne l'a pas fait. Peut-être que la peur l'a réduit au silence, ou la honte. On a attendu la police. Personne n'est venu. Kevin a disparu. Il a quitté son boulot, quitté l'État. D'après ce que j'ai entendu, les rumeurs se sont éteintes. Les gens ont oublié ces réunions. La vie a continué. Carlos a intensifié ses arnaques, plus audacieux, sous de nouvelles identités. Moi, je continuais à servir des assiettes à la fiesta, souriant malgré l'épuisement. Une partie de moi regrettait la violence, les mensonges. Mais dans ce monde, on protège les siens. Nous, les femmes de Phoenix, on l'apprend tôt. Survivre à la chaleur, aux combines, aux hommes qui te tirent vers le bas et te relèvent. Carlos et moi, on est des survivants. Et en fermant le restaurant ce dernier soir, comptant une nouvelle liesse d'argent sale, je savais qu'on continuerait. Ce n'est pas un conte de fées. Juste la vraie vie, brute, implacable. C'était l'une de ces soirées d'été lourdes et humides à Chicago, le genre où l'air colle à la peau et où tu ne sais même plus si tu as faim ou si tu t'ennuies juste. J'avais matché avec elle sur Bumble. Elle s'appelait Jamie, la trentaine bien entamée, avec un profil rempli de photos de randonnée et de citations sur l'aventure. Elle avait l'air cool, un peu edgy, le genre de personne capable de suivre mon sarcasme. On a discuté pendant une semaine, échangeant d'histoires d'ex toxiques et nos bars miteux préférés. Finalement, on a décidé de se rencontrer dans ce petit resto italien du centre-ville, celui avec les nappes à carreaux rouges et un tiramisu incroyable. Je suis arrivé la première, comme toujours, les nerfs en vrac comme à chaque premier rendez-vous. Je portais ma robe noire fétiche, celle qui épouse bien les formes sans en faire pro, et je sirotais un verre de pinot en faisant défiler mon téléphone. Quand Jamie est entrée, elle était encore mieux que sur ses photos. Des formes, les cheveux courts et foncés, un tatouage qui dépassait légèrement de sa manche. « Salut, tu dois être Sarah », a-t-elle dit en s'installant dans la banquette en face de moi avec un sourire éclatant. « Oui, c'est moi. Tu as trouvé facilement ?» ai-je répondu en souriant. «
Carrément. Les embouteillages étaient infernaux, mais ça valait le coup. Au fait, tu es canon. On a commandé des entrées, bruschettas et calamars frits, et la conversation a coulé naturellement au début. Elle m'a parlé de son boulot de graphiste, du freelancing pour des groupes de musique, du chaos qu'elle adorait. Je lui ai raconté mon taf dans une agence de marketing, les réunions sans fin et les cafés à la chaîne. Putain, parfois je déteste le monde de l'entreprise. J'ai l'impression de gâcher ma vingtaine sur des tableurs, ai-je dit en levant les yeux. Jamie a ri, un rire profond et sincère. Je te comprends. J'ai quitté mon boulot de 9 à 17 heures l'an dernier. Meilleure décision de ma vie. Maintenant, je fais mes propres règles. Et toi, des histoires folles côté dating ? J'ai hésité, puis je me suis lancé. Oh, plein. Il y a ce mec qui est venu avec sa mère. Je te jure, elle est restée au bar pendant tout le rendez-vous. Jamie a frappé la table, les yeux écarquillés. Non, sérieux, c'est carrément flippant. Je me serais barré direct. Moi, j'ai déjà fréquenté une nana qui collectionnait des animaux empaillés, genre des écureuils naturalisés dans son salon. On a continué à échanger des histoires, à rire autour du vin. Elle avait cet humour noir qui collait parfaitement au mien, des blagues limites sur les podcasts de true crime et des scénarios hypothétiques. « Tu t'es déjà demandé à quel point c'est facile de faire disparaître quelqu'un ?» a-t-elle demandé à un moment en trempant une frite dans de l'aïoli. J'ai ri. « Oh oui, tout le temps. Merci Dateline pour ça. » Quand l'addition est arrivée, j'étais un peu pompette mais optimiste. Peut-être que ça peut mener quelque part, me suis-je dit. Elle a insisté pour me raccompagner, puisque mon aparté était sur son chemin. J'ai pas protesté, les Uber coûtaient une fortune, et d'une certaine manière, ça faisait chevaleresque. On est monté dans son vieux Jeep, les sièges usés, avec une légère odeur de cigarette. Les lumières de la ville défilaient quand elle a pris l'autoroute. C'est là que quelque chose a changé, d'abord subtilement. « Tu sais, a-t-elle dit avec un sourire en coin, tu es dans ma voiture maintenant. Techniquement, je peux t'emmener où je veux. Tu es un peu ma prisonnière. » J'ai ri, pensant que c'était encore son humour noir. « Ah ouais ? Tu prépares un kidnapping ? Prévois au moins des snacks. » Elle a souri, mais elle n'a pas lâché le sujet. « Sérieusement, les portes sont verrouillées. Il fait nuit. Je pourrais bifurquer vers une cabane au milieu du bois et personne ne saurait jamais. » « Ok, Hannibal Lecter, calme-toi, ai-je plaisanté, toujours souriante, mais avec un léger malaise qui commençait à poindre. La radio passait une vieille chanson de Taylor Swift, ironique à souhait, mais elle continuait. « Imagine, toi, attaché dans le coffre, suppliant qu'on t'épargne, je ferai de toi mon petit animal de compagnie. » Cette fois, mon rire s'est éteint. « Jamie, c'est un peu intense là. Allez, Sarah, tu as dit que tu aimais les trucs noirs. Me dis pas que tu as peur. » Sa voix avait changé. Elle testait quelque chose. Elle a posé sa main sur mon genou un peu trop longtemps. « Et si je ne te ramenais pas chez toi ? Et si on roulait pour toujours ? Tu m'appartiens maintenant. » Je me suis raidi, regardant les voitures défiler. « Ouais, très drôle, mais sérieusement, ma sortie arrive. » Elle a ignoré ça. « Les prisonniers n'ont pas de sortie. Ils prennent ce que je leur donne. Peut-être que je vais m'arrêter et te faire prouver ta loyauté. » « Arrête la voiture, ce n'est plus drôle, ai-je dit, la voix plus sèche que prévu. Oh, susceptible, détends-toi. » Mais elle continuait, parlant de contrôle, disant que des femmes comme moi avaient besoin d'être dressées. Mon cœur battait à tout rompre, mon instinct hurlait danger. J'avais déjà entendu des histoires comme ça, des rendez-vous qui basculent lentement vers quelque chose de malsain. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi je n'avais pas pris ma propre voiture. Finalement, elle s'est arrêtée devant mon immeuble. « Voilà, prisonnière, pour l'instant, » a-t-elle dit, en me faisant un clin d'œil, comme si tout ça était une blague. J'ai forcé un sourire et me suis détaché à toute vitesse. « Merci pour le trajet, bonne nuit. » Dès que la portière s'est refermée, j'ai foncé à l'intérieur et tout verrouillé. Les mains tremblantes, j'ai envoyé un message à ma meilleure amie. « Rendez-vous bizarre, appelle-moi. » Jamie ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'elle me voyait. J'ai bloqué son numéro, supprimé la conversation sur l'appli et signalé son profil. Le lendemain, aucun retour à ses appels manqués. Rien. Avec le recul, ça aurait pu être pire, bien pire.